Bonjour à tous, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un SOS Anina, nous répondons aux problèmes de la communauté cosplay. Nous serons sur un SOS Anina plus court que d'habitude parce que les formulaires reçus se ressemblent beaucoup. Avant de remplir le formulaire, n'hésitez pas à regarder les rediffusions sur YouTube des SOS Anina où vous trouverez plein de réponses à plein de questions que vous avez déjà sûrement posées, comme par exemple l'écriture de prestations qui m'a été posée plusieurs fois dans les formulaires et à laquelle on a déjà répondu. Voilà, donc je vous encourage à regarder les vidéos sur YouTube. Le chat est là, ici, bien sûr, pour nous tenir compagnie et nous aider à répondre aux questions. Aujourd'hui, j'ai 3 petits problèmes, donc ça devrait répondre assez vite. Et comme il fait très très chaud, c'est pas plus mal, ça me permettra de pas mourir de chaleur. Voilà. Donc, le chat vous dit bonjour parce qu'ils sont adorables, bien sûr. Nous sommes un peu moins nombreux aussi aujourd'hui parce que c'est Japan Tour et beaucoup de personnes y sont à regarder la finale de la CFC. Finale que nous ne regardons pas actuellement, mais que nous regarderons peut-être cet été en live avec vous. On pourra commenter en live et faire nos retours en live. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et quelle intro du feu de Dieu. Du coup, premier problème, premier souci posé par la communauté. Oh là Ok, je m'y attendais pas. Merci Ina pour tous les abonnements offerts. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci, merci. Donc du coup, on a le petit train de la hype, bien sûr, grâce aux abonnements. Merci, petit cœur. On fête l'été et la chaleur. On profite avec la petite musique de Spirit Tracks, bien sûr. Le seul truc bien de ce jeu, la musique et le train, voilà. Du coup, merci beaucoup Ina pour les 5 abonnements offerts, c'est adorable, ça soutient de ouf, donc merci, merci. Et on va pouvoir commencer par le premier sujet, qui est quel temps en fait est raisonnable pour des photographes pour rendre des photos d'un photoshoot. C'est pas vraiment ça qu'elle a posé la question, mais la question qu'elle a posée c'est est-ce que c'est normal? Mais du coup je l'ai reformulé comme ça parce que je vais vous lire le problème, vous allez voir qu'en fait la personne se demande est-ce que c'est normal que j'ai reçu mes photos après autant de temps ou pas, et on sent qu'elle est un peu perdue. Donc je vous lis le petit problème qui est très court. Donc en mai 2024, j'ai fait un shooting avec des amis. J'ai envoyé un message 2 mois après le shoot. Le photographe m'a répondu qu'il avait du retard. J'ai vu 1 semaine après dans une story qu'il est allé à une convention, et du coup 6 mois après le shooting, on a eu nos photos. Oh, mais t'inquiète, pour le timing était parfait, Ina. C'est vraiment... Tiens, regarde, je fais plein de cœurs. Donc globalement, la personne a fait des photos, un photoshoot de groupe en mai 2024, donc il y a plus d'1 an, donc en mai 2024. Cette personne a vu qu'en juillet, le photographe il a fait une convention alors qu'elle n'a pas eu les photos, et elle a eu les photos finalement en novembre. Globalement, c'est l'idée. Ah bah c'est toi, Olina. Bon bah très bien. Je vais répondre... Après, je ne suis pas photographe, mais je vais te répondre avec mon expérience en tant que cosplayeuse qui a travaillé beaucoup avec des photographes. Et qui a, comment dire, qui a eu des retards très importants sur les photoshoots, et de ce que moi, à mon avis, me semble raisonnable ou pas. Déjà, dans ton problème, je trouve que le photographe a été honnête parce qu'il t'a dit il a du retard. Donc c'est-à-dire que tu lui as demandé, il t'a dit bah je suis désolée j'ai du retard, il a effectivement eu du retard mais il t'a rendu les photos. Du coup, la question en fait c'est quelqu'un qui a fait des photos avec un photographe en mai 2024, donc le mois mai. 2 mois après, le photographe a fait une convention, mais elle avait toujours pas ses photos. Du coup, elle a envoyé un message au photographe. Le photographe lui a dit « Je suis désolée, j'ai du retard ». Ouais. Elle a eu les photos au bout de 6 mois. Et elle demande « Est-ce que c'est un délai normal ou pas ?» Oui. Moi, j'ai pas encore répondu, mais du coup, toi, tu dirais oui. Ouais. Alors, on a l'avis d'un photographe cosplay. Tu veux répondre d'abord? Non, vas-y, moi, je ferai après. Est-ce que la personne est dans le chat? Oui, c'est Olina. As-tu payé pour le photoshoot? Est-ce que c'était un photoshoot payant ou est-ce que c'était une collaboration gratuite, c'est-à-dire tu me contactes, salut, on fait des photos, oui, non. Et en plus, c'est un photoshoot de groupe, pardon. Un photoshoot de groupe. Ouais. Je trouve que c'est un point important aussi à avoir. Alors, 2 questions. Avez-vous payé pour le photoshoot? De 2, as-tu reçu les photos en même temps que tout le monde? Et combien de photos avez-vous reçues? Ça fait 3 questions, désolé. Oui, c'est vrai que c'est des questions pertinentes. En attendant qu'on ait la réponse... Moi, je vais donner juste mon avis. Je vais dire très sincèrement, la remarque sur... Il a fait des conventions entre-temps. Mon ami a payé 7 € pour le groupe. Il manque un 0 ou c'est 7 €, 7 €?
ma question est sincère. Hein. Comment dire La remarque sur le fait qu'il ait fait des conventions entre temps, pour moi, elle n'est pas pertinente. J'ai envie de dire, c'est comme un cosplayer, si on lui dit t'as pas fini ton cosplay mais t'en commences un autre, c'est... Bah en fait, tu peux aussi faire plusieurs projets en même temps. Tu fais pas de tout ça. Attends, 7 € pile pour un shoot entier? Je comprends pas pourquoi faire payer 7 €. C'est dérisoire. Bah 7 €, c'est même pas un kebab, quoi. Genre, et les photos étaient envoyées, donc elles ont été toutes envoyées. C'est vrai que c'est un... Alors, du coup, Lina, on va être honnête. Je comprends pas. On comprend pas pourquoi 7 € déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'un photoshoot payant, normalement, ça devrait être dans des tarifs de photoshoot payant, c'est-à-dire un tarif horaire pour un auto-entrepreneur, quoi, on va dire ça comme ça. Je vais dire ça, pour un shoot normal, surtout un shoot de groupe, ce serait dans les centaines d'euros. On est à 3 chiffres. Ouais, ça devrait... En fait, 100 €, ça serait pas cher. 100 €, c'est pas cher. Ça dépend combien de temps aussi, ça dépend où. Si c'est un truc qui prend toute une journée, s'il y a beaucoup de photos, c'est pas... ça dépend de la taille du groupe. Tout à fait. Mais 7 €, enfin... Le photographe est un... Oui, mais c'est pour moi... En fait, le photographe est un ami d'un photo. En fait, ouais. En gros, c'est soit tu fais pas payer, c'est une collaboration, soit tu fais payer un vrai prix. 7 €, c'est très bizarre parce que je vois pas ce que ça couvre comme 7 frais. 7 €, ouais, c'est ça, c'est pour rembourser des frais. C'est pourquoi 7 €? Est-ce qu'elle lui a juste invité à manger? Dans ce cas-là, c'est pas vraiment le payer, c'est juste dénommager le repas, ce qui est pas la même chose. Oui, comme tu offres une bière à quelqu'un aussi. Voilà, un photoshoot payant de cosplay, on va dire, c'est minimum 150 € pour 2 ou 3 photos, tu vois, donc... La taille du groupe et le nombre de photos retouchées est très important. C'est ça, c'est-à-dire si c'est 15 photos retouchées, vous êtes 5, ça coûte au moins entre 500 et 1000 €, quoi, tu vois. C'est pour ça que 7 €, c'est un peu étonnant. Mais on va essayer de mettre ça de côté pour l'instant. Alors, je vais dire, pour moi, c'est mon avis. Les photos... Après, c'est un avis de photographe, hein, et je suis d'accord que c'est pas obligatoirement compatible avec les cosplayers. Pour moi, des photos faites en collaboration... Attends, je lis pas le chat. Oui. Pour moi, les photos faites en collaboration, on va dire, juste d'un photoshoot, s'il n'y a pas eu d'accord sur la date de livraison avant, genre par exemple, j'ai besoin de ces photos-là pour dans 2 mois, pour un concours, pour un truc comme ça, parce que je les voudrais vraiment. S'il n'y a pas eu d'accord, pour moi... Entre 6 et 9 mois, c'est un délai tolérable. C'est pas idéal parce que ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, ouais, pour moi, la limite à peu près dure, c'est 1 an. Parce qu'un an, je trouve que c'est trop tard. Après, en fait, il y a aussi... Et pour moi, c'est 1 an aussi sans communiquer. Si tu dis que s'il y a des problèmes, s'il prend du retard, etc., bah, en fait, c'est la vie, quoi. Hein. La vie peut jouer. Mais voilà, entre 6 à 9 mois, pour moi, ça reste tolérable. C'est sûr que c'est pas obligatoire. C'est pas top, des fois. On les voudrait peut-être plus tôt. On les attend avec impatience. Mais en fait, de la collaboration, ça s'inscrit en plus de tout ce que la personne peut faire, tout ce que le photographe peut faire dans sa vie de tous les jours. Il a peut-être d'autres obligations, il a peut-être sa vie privée, etc. Et donc, c'est calé en bonus. Donc, moi, je trouve pas ça choquant outre mesure. Je vais revenir sur le chat. Le photographe avait dit que c'était un prix d'amis. Moi, un prix de 7 €. Enfin, c'est pas un prix d'amis. 7 €, c'est pas un prix d'amis. En fait, vraiment, je comprends pas d'où ça sort les 7 €. Je suis désolée, hein, Enfin, c'est comme si quelqu'un vendait son cosplay 7 €, quoi. Son cosplay fait main 7 €. C'est pas un prix d'amis. C'est genre. C'est presque... On est pas loin de l'euro symbolique, en fait. Hein. Oui, ça, c'est un euro symbolique. En fait, pour moi, c'est une collaboration. Là, c'est pas un shoot payant. C'est pas un shoot payant. Hein. C'est... Ça, c'est vrai que là, j'ai jamais vu ça, pour le coup. Après, alors... Mais... Je vais juste dire un truc. Oulina, je vais poser une question. Tu as le droit de ne pas répondre. Quel âge as-tu? Et quel âge avez-vous dans le groupe? Ouais, la question est pertinente. Dans tous les cas...
D'un point de vue photographe, les photos, ça peut prendre du temps à retoucher. On est quand même sur de... Bah, c'est de l'art, quoi. Des fois, il n'y a pas l'inspi pour les retouches. Ça arrive. La panne sèche, ça arrive. Ouais, pour moi, j'ai envie de dire 6 mois, c'est ok. Ça peut être long. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est important de communiquer avec le photographe en te disant, en lui demandant Cash, est-ce que tu penses que je pourrais les avoir pour telle date si tu les veux pour telle date, et il peut te répondre. C'est ça. En fait, globalement, dites-vous que moi, j'ai même eu des photoshoots où j'ai jamais eu les photos de ma vie, par exemple. J'ai eu des retards de 1 an et demi, 2 ans. Oui, donc c'est un groupe début vingtaine. Ok. Alors, je vais le dire en toute transparence et en toute honnêteté, parce qu'on est dans SOS Anina. Les 7 €, pour moi, c'est aberrant, cette histoire. Dans ce cas-là, autant ne pas payer le photoshoot et faire une collaboration et inviter le photographe à dîner et vous dire ok, on fait ça entre amis, juste on te paye le dîner. Ah, merci pour le raid. Merci Lizzie pour le raid. En gros, si tu veux, 7 €, c'est tellement dérisoire pour ce que ça représente comme travail en photoshoot de groupe que je pense qu'il a... Déjà, l'erreur là de se dire c'est un photoshoot payant à 7 €, c'est pas un photoshoot payant, c'est une collaboration. C'est un McDo. Du coup, genre... merci. Merci Sol pour le raid. Elles ont fini leur stream de JVX, ça veut dire. Ça s'est bien passé le stream? Ah, c'était trop cool. J'ai regardé. C'est 2 artistes du coup de dessin qui font du dessin. N'hésitez pas à aller les follow, elles sont très très chouettes. Elles font Attends, t'as pas le du dessin. Peut-être si, mais je ne suis pas sûre. C'est /SO. Ah, j'arrive pas à trouver. Mais pour revenir sur l'histoire... Attends, parle pas, s'il te plaît, mon gars. Du coup, pour revenir sur l'histoire des 7 €, pour moi c'est assez bizarre comme système de dire je te fais un prix d'amis à 7 €. Dans ce cas-là, soit tu fais un prix d'amis, qu'on appelle un prix d'amis, c'est par exemple la séance elle aurait dû coûter 150 ou 200 € et le prix d'amis ça aurait été de le faire à 100 ou 150 €. Tu fais 50 € de ristourne. J'arrive pas à faire l'arrobase. Ah, c'est Algérie. Et 7 € ça n'a pas de sens et je pense que déjà de base ça aurait dû être une collaboration et par on va dire bienséance et éthique, ok le gars on lui paye le repas pour le remercier de faire les photos et dans ce cas là faut attendre 2 minutes. ça met pas un rapport un peu bizarre de c'est payant mais en même temps on n'a rien payé, mais tu vois. 7 € c'est même pas un repas, c'est à peine un kebab, c'est pardon. C'est très étrange, voilà. Donc je propose qu'on mette de côté l'idée de 7 € parce que pour moi c'est pas pertinent dans le sens où c'est ni payant ni pas payant. Par contre il y a une vraie discussion à avoir avec ce photographe de comment il fait ses tarifs. Oh voilà. Parce que s'il considère que c'est un prix d'amis, c'est-à-dire qu'il ferait payer le photoshoot 20 €, mais c'est pas du tout le prix d'un photoshoot. Je pense que c'est quelqu'un qui fait payer mais qui n'a pas de structure pour professionnel. Le shoot a duré 30 minutes. Très bizarre. C'était en convention ? Ah oui, est-ce que c'était en convention? C'était un shoot en convention qui a duré 30 minutes d'un groupe de 4. Vous avez payé 7 €. Peut-être que c'est 500 € son hobby. Oui, mais si c'est un hobby, en fait... Alors, je peux? Si tu veux, je pense que je vais répondre la même chose. En fait, ça peut être ton hobby, mais à partir du moment où tu commences à faire payer, tu fais payer... Tu deviens... T'es plus un hobby, c'est professionnel. Donc en fait, il faut se comporter de manière professionnelle. C'est des tarifs de 7 €. Si t'es professionnel aussi, on essaie quand même. Il est quand même important de respecter la loi. T'es censé déclarer tes revenus. 7 €, tu payes 20% d'URSSAF, tu payes l'imposition dessus. C'est même pas 5 € net. En fait, si c'est un hobby, dans ce cas-là, tu ne fais pas payer. À partir du moment où tu commences à faire payer, ça veut dire que même si tu le fais en plus de ton temps de travail, de ton vrai travail, ça devient professionnel. Donc dans ce cas-là, tu dois appliquer des tarifs professionnels, sinon en plus c'est de la concurrence déloyale. Et ce n'est pas possible. Et en plus, du coup, c'est tuer le métier. Tu fais des tarifs qui ne sont pas les tarifs les plus hauts du métier, tu fais la tranche basse parce que tu es novice, tu es débutant, quoi que ce soit en tant que professionnel. Tu es obligé de faire des tarifs professionnels. Parce que tu
tu le fais de manière professionnelle, même si c'est un hobby. C'est pareil quand tu es cosplayer, que tu es invité quelque part, même si c'est pas ton métier principal, tu dois appliquer des tarifs que les professionnels ont. C'est la base. C'est une idée reçue de se dire si c'est un hobby, je fais beaucoup moins cher parce que moi j'en vis pas, j'ai pas besoin. C'est un peu de l'argent de poche. Ça, c'est une idée reçue qu'il faut enlever parce que ça tue le métier. Ça empêche les gens qui en vivent d'en vivre parce qu'en fait, un client, il va aller, même si le résultat est peut-être plus débutant chez un mec qui fait des tarifs plus bas, bah là on n'est même pas de simple au double quoi, on est sur son prix, c'est 1/100 de ce que ça vaut. Ils vont même pas se poser la question de prendre un pro, ils vont prendre le gars qui coûte rien. Et du coup, les professionnels ne sont plus engagés et du coup, en fait, le métier n'existe plus. Donc c'est très important de garder des tarifs qui sont raisonnables. Oui. Et là, bon, je viens de voir que c'était en convention, donc je peux commencer à réfléchir, à me dire peut-être que la personne a fait des slots en convention. Non mais j'imagine bien le truc comme ça. La personne fait des slots en convention, 30 minutes, 20 €. J'en sais rien, tu vois. Et elle dit, ok, vous êtes mes potes, je vous les fais 7 €. Il aurait dû dire, vous êtes mes potes, je vous fais pas payer. Ou, même si vous êtes mes potes, vous me payez parce que des vrais potes, normalement, ça paye quand même ses potes. Ouais. Combien de photos ont été fournies? Ça, c'est très important. Combien de photos as-tu eu, Olina, aussi? Voilà, ça c'est important. Enfin, ta copine, parce que tu disais que c'était ta copine. Oui. Pour moi, en fait, et ça s'applique autant en photo qu'en cosplay. Si vous voulez une mesure à peu près pertinente pour savoir combien vous devez vous rémunérer, essayez d'approximer le taux horaire. Et là, par exemple, si on prend 7 €, taux horaire, un shoot de 30 minutes, ça veut dire on est à 14 € de l'heure, sauf qu'il faut prendre en compte la retouche. Et la retouche, on va dire, il y a 6 photos qui prennent chacune 30 minutes aussi, parce que c'est pas déconnant, moi c'est à peu près le temps que je mets minimum. Donc on est à 3 heures, donc ça fait 7 € qu'il faut diviser par 3h30, je vais arrondir à 4 pour toutes les communications, etc. 7 € divisé par 4, ça fait pas beaucoup, ça fait même pas 2 € bruts. Entre 5 et 10 photos. Voilà. Donc là, on va passer, on va dire 10 photos en tout, 7 €. 10 photos, on est à 5 heures. Donc on est à moins d'1 € net par heure de travail. Donc non, le tarif va pas bon. Après, on va pas s'élargir dessus parce que c'est pas la question. Mais pour moi, pour moi, je peux difficilement considérer ça comme un shoot payant. Et en fait, ouais, désolé, on a fait du, voilà. Vas-y. Donc le sujet est pas là, mais là il y a un vrai point de tarification, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai fait des vidéos YouTube qui expliquent un peu la tarification et tout. J'ai fait des stories aussi dessus. Mais globalement, que ce soit une collaboration, enfin si c'est une collaboration, là on part du principe que c'est une collaboration vu le prix, 6 mois c'est raisonnable. Je suis d'accord que ça peut paraître très long, surtout dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, surtout les trends, où du coup tu as envie d'avoir la photo maintenant. Mais 6 mois, en fait, c'est un délai raisonnable parce que la personne, elle a sûrement une autre vie à côté. Elle a peut-être d'autres choses à rendre avant, que ce soit en photo ou travail personnel ou vie, même sa vie privée est peut-être prise. Et soit parce qu'il fait des conventions à côté qu'il doit rendre les photos avant d'aller en convention. C'est exactement comme disait Valentin, c'est pas parce que tu as commencé un cosplay que tu peux pas en commencer un autre. Surtout que là, il n'y avait pas d'accord sur la date à rendre. Donc effectivement, c'est malin de discuter avec le photographe que est-ce que je pourrais les avoir pour tant quand tu fais les photos avec. Mais par contre, s'il le fait pas, tant qu'il n'y a pas de transaction raisonnable, en fait, le photographe, il fait ce qu'il veut. Il a pas à vous les rendre en 1 mois ou en 6 mois. 6 mois, c'est raisonnable. Sauf que, je vais quand même dire, si la personne fait des shoots payants, elle devrait être pro. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, effectivement, pour moi, je vais dire, oui, elle fait un tarif d'amis. Oui, ces tarifs sont, je veux dire, déconnants. Hein. Moi, je trouve ça déconnant. Hein. Mais, en fait, le fait est qu'elle fait payer. Donc, en fait, 7 €, nous, on va jamais considérer ça comme une collab. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment une collab. C'est quelqu'un qui essaye de faire payer ses services, mais qui n'est... Voilà. La fin du shoot, il a dit qu'on aura dans les 2-3 mois. C'est à partir du moment où il y a quand même échange d'argent, même si le prix est déconnant, il y a un contrat en fait qui est créé. Bien sûr, bien sûr. Et donc, pour moi, dans ce cas-là, s'il y a eu un accord préalable, comme quoi les photos seront là dans 2-3 mois,
Et bah je vais être honnête, c'est qu'en fait, s'ils les livrent pas dans 2-3 mois et que c'est juste j'ai pris du retard, et en fait, je serais presque tenté de dire les 7 € devraient être remboursés. Oui, après, bon, 7 euros. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais... Moi, personnellement, je vais être honnête. Il y a eu un shoot qui a été après une docommune. C'était un shoot payant. La vie personnelle a été là. J'ai eu des problèmes perso. J'ai rendu le shoot beaucoup trop tard parce que si la personne a mis des mois à répondre, etc. Et après, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé les photos. J'ai quand même rendu les photos. Mais avec les photos, j'ai aussi dit, bah, le prix du shoot, je l'ai divisé par 2. Oui, t'as fait un geste. Étant donné, et c'est sans demande, hein, si j'ai dit, moi personnellement, j'ai pas rendu dans les temps mes photos, donc la personne avait juste versé la compte, donc 50%, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de verser le reste, puisque j'ai rendu les photos en retard. Oui. Donc moi, c'est des choses maintenant que je fais attention, c'est arrivé une fois, mais voilà, et en fait, il y a tout un sujet plus gros, donc pour moi en collab, 6 mois c'est ok. Dans le cadre d'un échange de services, d'un service acheté, bah ça ne l'est pas. Si ça correspond pas à ce qui a été annoncé au début. Oui, voilà. Mais encore une fois, c'est un peu comme quand vous prenez une commission cosplay et qu'elle vous coûte 20 balles. Faut pas vous attendre à avoir un cosplay avec un niveau de finition incroyable et avec des délais respectés. À 7 €, je pense qu'on peut avoir zéro attente. Là, je blâme le photographe de ces tarifs-là. Par contre, je pense que faut pas non plus s'impatienter. Il vous les a rendus, il y en a eu 10. Quand tu l'as contacté, il t'a dit j'ai du retard. C'est pas comme si vous les avez jamais rendus non plus. Oui. Par contre, voilà, en collab, 6 mois, c'est tout à fait raisonnable, même si oui, on les veut plus vite. Par contre, à partir du moment où c'est un photoshoot professionnel, où on paye un vrai tarif de photoshoot, c'est-à-dire 150, 200, 300, 400 en fonction du photographe et du temps mis dans les photos et du nombre de photos, ça peut varier. Là, c'est très important que la personne respecte les délais. Normalement, c'est même écrit dans le contrat que vous faites avec la personne. Et là, il y a des délais autres. Parce qu'on est sur un travail et une prestation de service, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et du coup, il faut répondre dans les délais indiqués dans la prestation de service. Voilà. En fait, ça part sur le sujet plus gros qui est, à partir du moment où on fait de la prestation de service, il faut se comporter de manière professionnelle. La question du tarif, oui, le tarif est complètement inapproprié, mais par contre, il y a quand même un principe que ça devient une prestation de service. Oui. Après, voilà, je pense que là, sur ce sujet, en plus, 6 mois, c'est tout à fait OK, mais c'est aussi à vous. Là, je dis pas que c'est votre faute du tout, hein, mais tu vois, on a payé, comment ça se fait? Tu nous avais dit 2-3 mois, pourquoi on les a pas eu? On a payé, et lui aurait dû faire effectivement un geste en disant, bon, bah, comme t'as dit, moitié prix ou machin, tu vois. Voilà. Il fait une respirale. Moi, j'ai envie de dire, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il fait payer tous ses shoots en convention aussi? Parce que si c'est ça, en fait, moi là, je me pose surtout des questions par rapport au fonctionnement du photographe. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais pour moi, pour répondre à la question, finalement, 6 mois, bon, c'est quand même, pour moi, c'est pas surprenant 6 mois. Mais effectivement, si c'était accordé que ce serait dans un certain délai, déjà, moi, en tant que photographe, j'aurais pris les devants. Oui, c'est ça. En fait, je pense que son défaut principal, ça n'a été de ne pas envoyer le message en prenant les devants, en disant bah voilà, je vais avoir du retard, vous les aurez dans 2-3 mois encore plus tard, quoi. C'est ça. Oui. Ouais. Apparemment, oui, tous ces shoots sont payants. Bah, pour moi, non, celle-là, c'est pas acceptable. Voilà, ça, c'est ma réponse. tu veux... Parce que là, justement, pour revenir à catégorie 4, il dit peut-être que c'est simplement son hobby. Bah non. Non, dans ce cas-là, c'est plus son hobby. Si tu fais payer tous tes shoots, c'est pas ton... c'est une activité secondaire. Après, si c'est en Belgique, je sais pas comment ça fonctionne, mais pareil. Si tu fais payer tous tes shoots en convention, bah, pour moi, faut être déclaré, faut avoir ton activité
bien annoncé, etc. Là, en fait, là, on part sur juste des délais normaux à c'est du manque de professionnalisme. Oui, il y a un manque de professionnalisme. Voilà. Donc effectivement, moi j'ai envie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est quel temps est raisonnable pour rendre des photos de photoshoot. En collaboration, moi j'ai envie de dire 6 mois, c'est tout à fait ok. Alors après, il y a des photos de convention. Photos de convention, ouais, 6 mois c'est encore ok. Ça commence à faire un peu beaucoup. Pour des photoshoots dédiés, ça peut être très long parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de retouches, de travail, de photos rendues, etc. Et j'ai envie de dire, pour des shoots payants, le temps raisonnable pour rendre des photos de photoshoot, c'est le temps qui a été décidé avant de faire le photoshoot. Voilà. Parce que c'est le temps contractuel annoncé. Tout simplement. Oui, je suis d'accord. D'accord. Voilà. Et je vous donne un conseil à tout le monde. Si les prix sont vraiment pas chers, posez-vous des questions. Voilà. Que ce soit pour des commissions cosplay, que ce soit pour des photoshoots, que ce soit pour des produits que vous achetez. Essayez de mettre de la vraie valeur dans les choses et de vous rendre compte des vrais prix, de ce que ça vaut. Parce que souvent, des prix très attractifs, ça peut cacher d'autres choses. Et on peut être... Enfin, il faut savoir pourquoi on paye, quoi. Moi, je vais formuler ça aussi d'une autre manière. N'allez pas toujours au plus bas, justement. C'est parce que la qualité se paye aussi. Oui. Justement, je vais dire un photographe payant, qui fait payer des shoots, qui est pro, tout ça, qui est sérieux là-dedans, il rendra dans le temps imparti. Et il va communiquer, il va tout ça. En fait, c'est aussi la qualité se paye. C'est ça. Alors, catégorie 4, en général, ce qui se passe, c'est qu'après le photoshoot, ça dépend, chaque photographe a son fonctionnement, d'accord? Mais il y a certains photographes, après le photoshoot, ils vont t'envoyer ce qu'on appelle des bases définitions de toutes les photos, mais tu n'as pas le droit de les utiliser. C'est pas fait pour être utilisé, c'est fait pour en fait que toi, tu regardes les photos et que tu lui dises, bah moi, j'aime bien la photo numéro 10, la photo numéro 3. En fait, tu vas lui dire un peu tes préférés, et lui, il va piocher dans tes préférés pour les retoucher. Comme ça, c'est pas à lui de faire la sélection, c'est une sélection qui est faite et avec le photographe et le cosplayer, en fonction de comment le cosplayer se trouve, mais aussi il faut que le photographe il puisse voir s'il y a la mise au point qui est correcte et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait pas mal, c'est d'avoir, en fait, de voir ce qu'on appelle la sélection de photos, mais c'est pas des photos qui sont faites pour être postées. Et le photographe, normalement, le rappelle. C'est juste pour être sélectionné. Et après, il y a la retouche qui arrive. Donc, si la question, c'est est-ce qu'on envoie les photos, ce qu'on appelle RAW, donc sans retouche, et elles sont utilisables telles quelles? Non, sauf si vous vous mettez d'accord avant. Oui, c'est très rare, en général. Quand tu vas acheter les services d'un photographe, tu vas prendre le photoshoot et la retouche aussi. La retouche, c'est une partie essentielle de la photo. Oui. Y a des gens... 90% de leur boulot, il est fait sur Photoshop, en fait. C'est la prise de vue, c'est une partie minime du reste du truc. Parce qu'ils vont passer des heures sur chaque photo. Il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Donc voilà. À partir de combien c'est raisonnable? Tu parles en argent pour un photoshoot? Alors là, c'est vraiment être dur à te dire. Comme on disait tout à l'heure, il y a une question de taux horaire. Mais c'est plutôt... À combien il faut s'attendre? Ce serait quoi la moyenne pour des photoshoots? Plutôt à la rigueur, on pourrait dire. Ou alors à partir de combien de temps? C'est peut-être ça la question, je sais pas. Non, je pense que c'est à partir de combien c'est raisonnable de payer pour un photoshoot. Disons pour 3 photos éditées en solo. Ouais. Disons-le comme ça, et 1 heure de shoot. Je peux donner les exemples de Docomi? De ce qui est des photos qui sont faites à Docomi. Ah, toi, oui, tu peux faire tes exemples. Non, pas mes exemples, moi, justement, les moyennes. Oui. La moyenne maintenant à Docomi pour des sessions d'environ 30 à 45 minutes, pour entre 3 et 4 photos retouchées, la moyenne maintenant c'est de 75 à 80 euros. Je vais faire une fourchette plus large, entre 70 et 90 euros. À peu de choses près. Pour 30 minutes de photoshoot et combien de photos de retouchées? En convention. En général, entre 3 et 4 photos. Il y en a certains qui font plus, il y en a d'autres qui font moins. Et c'est du solo? C'est du solo. En général, les duos, c'est payé plus, parce que c'est plus de boulot. Et il y en a beaucoup maintenant, beaucoup de photographes refusent les groupes. Parce que les groupes, c'est beaucoup de boulot. Donc, à voir.
Mais oui, par exemple, pour un groupe comme ça, même pour un show de 30 minutes, 100 €, ce serait un tarif pas anormal pour une convention comme Docomi. C'est ça, et avec les photos rendues dans les 2-3 mois, comme indiqué à la base. En général, même moins d'un mois. Ouais, en général, c'est moins d'un mois, oui. Voilà. Moi, par exemple, je sais que Docomi, je suis à mi-chemin sur mes... C'était donc là, il y a un... on était à 3 semaines. Moi, je suis à mi-chemin sur mes photos et après Japan Expo, quasiment tout sera rendu. Voilà. Et par exemple, si j'avais pas eu Picbesia, qui nous a pris quand même quelques jours, je pense que je les aurais toutes rendues d'ici là, les photos. Et pour revenir sur la question du temps, en général, ce qui peut se passer aussi, c'est par exemple, c'est ce qu'on fait Valentin, c'est ce que fait Omaru, c'est ce que fait Anto. C'est n'importe quoi, on fait les photoshoots le 24 mai, on fait la sélection. Et en général, dans le mois, on a au moins une photo retouchée, au moins une pour pouvoir poster. Et puis en fait, il dilue la livraison des photos. Mais là encore, on est sur des photos non contractuelles, donc sur des collaborations artistiques. C'est pas du tout le même rapport, mais c'est une solution. Sur les collaborations, souvent ça se fait comme ça, c'est-à-dire que ça va être donné un peu au compte-goutte en fonction de quand est-ce que la photographe avance, quand est-ce qu'il a de l'inspiration, du temps à faire, voilà. Pour donner un exemple personnel, Volta, donc qui a été tout début mai, donc ça fait 2 mois, j'ai fourni 3 à 4 photos par cosplayer, par shoot. Et les dernières photos, je les ai données il y a 2 semaines, donc au bout d'1 mois et demi. En sachant que c'est pas les seules photos qu'ils recevront, c'est la première volée. Comme ça, ils ont des photos. Et les prochaines photos, ils les recevront, je pense, plutôt vers la fin de l'été. Et ça permet aussi aux photographes, par exemple, de voir comment le cosplayer utilise les photos, s'il les utilise, parce que traiter 10 photos pour voir qu'en fait le cosplayer il est pas si content des photos et il les poste pas, ça sert à rien. Donc c'est un bon moyen aussi pour le photographe de tester un peu, ok, là, on a fait une collaboration où il n'y a rien, il n'y a pas de transaction et tout. Je vois un peu comment la personne réagit aux premières photos, et si ça se passe bien, que moi je suis inspirée, que le cosplayer est inspiré, peut-être retoucher un peu plus, et si je vois que ça lui plaît pas, je peux retoucher plus, tu vois, c'est normal aussi. En sachant que personnellement, alors c'est vraiment personnel. Au moins en tant que photographe, mon attente de la part du cosplayer, c'est que le cosplayer poste les photos dans le temps que j'ai pris pour refaire la retouche. Donc Volta, 1 mois et demi, moi j'attends que mon attente perso, c'est que les cosplayers postent dans le 1 mois et demi après que je leur redonne les photos. Pour moi, c'est approprié. Parce qu'en fait, justement, c'est encore relativement frais. Ça, c'est aussi... dans ce cas-là, en fait, si c'est pour les poster dans 6 mois, bah autant me le dire, parce que dans ce cas-là, je les retouche dans 6 mois et ça me permet de vraiment étaler dans la période creuse qui est l'été, le plein été, il n'y a quasiment pas de convention, ou alors carrément la période hivernale. Parce que moi, j'ai eu des cosplayers qui ont posté les photos quasiment 1 an après que je leur ai fourni les photos. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais là, t'as demandé les photos, donc clairement, je pense qu'il y avait une envie de les poster. Dans ce cas-là, moi, je les fournirais plus rapidement. Oui. Voilà. Donc là, je pense que de base, Pardon, vas-y. Je pense que la transaction de base était un peu étrange. La conclusion, c'est qu'il aurait dû de lui-même vous prévenir du retard. Il n'aurait pas dû devoir être la personne à aller chercher. C'est quand même important que le photographe tienne au courant le cosplayer. Après, c'est pas grave qu'il ait fait une convention entre-temps, s'il respecte les délais, normalement il n'y a pas de souci. Donc la communication était importante. Il y a eu une transaction, donc il aurait dû respecter les délais. Après, la transaction étant tellement minime que j'imagine bien la personne se dire bon, pour sa tour, ils vont pas faire chier, globalement. J'imagine bien ce type de réflexion, même si ça rend la chose contractuelle. Dans un cadre de collaboration, 6 mois, c'est ok, même si ça fait long. En général, on est déjà entre 1 et 3 mois. C'est la moyenne, moi, que j'ai pour les photos. Mais j'ai eu des photos qui m'ont pris 1 an, 1 an et demi à être livrées parce que la personne, elle a une vie compliquée, elle a beaucoup de travail, elle a beaucoup d'autres choses à faire. Et du coup, tu passes après, ce qui est normal aussi. Il faut aussi être compréhensif parfois avec ça. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Et si tu as des questions, Olina, si tu as des questions par rapport à ce qu'on a dit, n'hésite pas. Ouais. Je sais que c'est des sujets qui sont pas forcément évidents parce qu'en plus on parle d'argent et je pense que pour certains, se dire 7 € pour 30 minutes en convention, c'est énorme.
parce que je pense que parfois on se rend pas forcément compte non plus du travail que ça représente, la photo et tout. Les artistes, hein. Même les artistes et ça. Du coup, il y a peut-être aussi une méconnaissance des tarifs qui devraient être faits. Mais n'hésitez pas à regarder les prix, comme disait Valentin, des photographes à Docomi. C'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de photographes maintenant qui font, en sachant que c'est dans le parc, donc en plus c'est beau, il y a quand même du boulot, tout ça. Donc voilà. Moi, ce que je vais juste dire, c'est qu'en fait, c'est difficile des fois de se dire les tarifs à peu près, mais moi je vais juste donner un exemple, c'est combien vous payez un artisan à l'heure. Ça vous permettrait de voir un truc, parce que par exemple, je sais pas, ceux qui ont une voiture, ou ceux qui ont emmené une voiture au garage, le tarif horaire des mécanos, il est donné. Le tarif horaire des mécanos est extrêmement cher quand même. Enfin, tout ce qui est lié aux voitures coûte cher, mais ce sera pareil pour un plombier, ce sera pareil pour un électricien. On est sur juste le travail, ça veut dire, c'est même pas les pièces, hein, c'est juste le travail. Ça peut aller de 100 à 200 € l'heure. Et bah en fait, il faut quand même se dire que ce sera à peu près un ordre de grandeur qui peut être à peu près semblable pour un artiste. Parce qu'en fait, l'artiste, il va avoir quand même les mêmes charges, il va aussi avoir du matériel, il va avoir des entretiens, de l'administration, etc. Il y a une structure en fait quand on est professionnel. Exactement. Et voilà, pareil pour les plombiers, hein, j'ai envie de dire. Et les artistes ont des connaissances associées aussi. Enfin, c'est pas parce que l'art il est moins tangible, on va dire qu'il n'y a pas une pièce qu'on a, c'est pas ça qui est livré, c'est peut-être quelque chose de digital, mais c'est quand même du travail. Voilà. Moi je pense qu'on a fait le tour. Oui, sauf s'il y a une question, Moi, mais je pense pas. J'espère qu'on a répondu à la question surtout, parce que c'est vrai que ça a un peu dévié. Mais voilà. Voilà. Tu veux qu'on aille? Bah, tu veux répondre aux prochaines, mais c'est sur de la couture, tu veux répondre? Ah, bah moi la couture justement, c'est... Bonjour, au revoir. S'il te plaît? Non. Ah non. S'il te plaît. Bisous. Révolte. S'il te plaît. Mutinerie. Mutinerie. Nina, explosion. C'est gentil. Attends. Nina, sors de là. Nina, sors de là. Mutinerie. Manifestation. Je t'aime. Merci d'être venu. J'ai envie de dire, si vous voulez des photos pas chères, vous avez juste à vous mettre avec un photographe et il sera forcé. Sinon, ce sera du chantage émotionnel. Voilà, ça c'est le beau tips. Hein. Elle a compris. Hein. Voilà, en fait, moi je me marie à un photographe juste pour ses photos. Comme ça me fait du contenu tout le temps sur les réseaux, c'est l'avantage. Voilà, c'est ça le plan, les gars. C'est ça le plan. Finalement. C'était ça la solution depuis le début. Mettez-vous en couple cosplayer-photographe. Voilà. Alors sachez que je pense que beaucoup de cosplayers vous le diront qui sont en couple avec des photographes, c'est pas parce que t'es en couple avec un photographe que ta priorité sont les photos, loin de là. Parce que du coup la personne en couple se dit bon ça va, elle va comprendre, on est en couple, elle sait que j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. En général tu passes après les autres. Smart move, mais oui, smart move, voilà. Du coup je pense qu'on a... Oui, moi je suis pas à plaindre, mais j'ai d'autres connaissances où c'est pas forcément le cas. Voilà. On va changer de formulaire, du coup... Attendez, ça ne charge pas. C'est bon, ça a chargé. Du coup, nouvelle question qu'on va écrire. Hop. Qui va être une question couture. Il fait 28,5 degrés dans mon atelier, j'ai envie de crever. Est-ce obligatoire de faire des finitions pour un concours? C'est très résumé, mais comme ça, voilà. Donc, la question étant... la vraie question du formulaire, je vous la lis tout de suite. Est-ce obligatoire de finir les bords de son tissu pour un concours s'il ne s'effiloche pas? Cette notion est importante. Est-ce que si le
tissu ne s'effiloche pas, est-ce que c'est important de faire une finition? Je lis la description du problème. J'ai décidé de participer à mon premier concours, et pour la partie couture de mon cosplay, je souhaite le réaliser en scuba, qui est un matériau, car il est composé d'un leggings fait de beaucoup d'empiècements et d'un haut sans manches près du corps. Donc je me dis que ça rendra mieux avec un tissu extensible épais, le scuba. J'ai fait des tests avec mon tissu, jamais de pièce finie, et lorsque j'ai fait des recherches sur le scuba, toutes mes sources parlaient de soit le laisser sans finition car il ne s'effiloche pas, soit de le surjeter. Mon inquiétude, c'est de laisser les bords sans rien, que laisser les bords sans rien ne fasse pas assez propre dans le cadre du concours. Mais comme ce tissu a des bords propres lorsque bien coupés, est-ce que surjeter n'apporte rien de plus tout en rajoutant de l'épaisseur? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, as-tu des idées? Au niveau des emmanchure et du col, j'ai vu des gens utiliser du biais pour ne pas le laisser nu sans épaissir trop, en faisant un ourlet ou pour stabiliser le tissu. Est-ce qu'un biais en coton sera assez élastique pour le scuba? Celui que j'ai choisi est plutôt fluide, mais il reste quand même épais, donc je ne sais pas trop si le biais rendra bien. Donc, globalement, la question c'est lorsque j'ai un tissu qui ne s'effiloche pas, donc là le scuba ça peut être du lycra, ça peut être beaucoup de tissus en polyester en fait qui sont faits à base de plastique et qui ne sont pas tissés. Beaucoup la néoprène aussi, les tissus néoprène ne s'effilochent pas et tout. Est-ce qu'il faut absolument du coup faire un ourlet par exemple, ou est-ce qu'il faut surjeter ou faire une ganse? Globalement, comment tu le finis? Alors, normalement, ces tissus-là, tu as effectivement pas besoin de les surfiler, tu n'as pas besoin de passer à la surjetteuse parce que ça va rajouter effectivement des épaisseurs. Et du coup, tu n'as peut-être pas envie de ça. Et en fait, quand tu surjettes, c'est pour empêcher en partie, c'est pour empêcher l'effilochage du tissu, et donc c'est ça qui va rendre la finition propre. Après, je comprends très bien l'angoisse de se dire, on va croire que ce n'est pas propre parce que ce n'est pas surjeté, alors que ça ne s'y prête pas. Dans le concours, normalement les jurys le savent, mais il y a des jurys qui n'ont pas forcément cette connaissance, ou qui ont peut-être des idées reçues, et qui vont peut-être partir du principe que c'est pas propre. C'est aussi à toi, à l'oral, de dire bah je les fais pas parce qu'il n'y a pas besoin, mais ça veut dire dans ce cas-là qu'il faut que ce soit très propre ta couture, c'est-à-dire que ton bord, ta marge est toujours la même, ta marge de couture est toujours la même, c'est toujours 1 cm ou 1,5, que ce soit coupé extrêmement proprement, qu'il n'y ait pas d'à-coup de ciseaux, etc. Ça veut aussi dire que ça doit être très propre, que c'est bien repassé. En fait, si tout le costume est propre et que c'est pas surfilé parce que ça ne s'effiloche pas, ça se verra que c'est un choix pour empêcher que ce soit plus épais, et que en fait c'est très propre mis comme ça. Là où ça fera pas propre, c'est si t'as des à-coups de ciseaux un peu partout, si t'as des coutures qui sont un peu droites, puis d'un coup t'as un écart, et puis ça revient droit, tu vois, tout ça, ça va montrer que c'est pas propre. Ça va pas forcément être tant le fait que ça s'effiloche ou ça ne s'effiloche pas. Sur les tissus extensibles, moi j'ai tendance à vous dire, si vous avez une surjetteuse, cousez-les à la surjetteuse. En fait, la surjetteuse aura un point élastique beaucoup mieux que votre point de machine à coudre, et du coup, ça va surjeter votre tissu, et en plus, ça va en fait faire la couture extensible. Donc plutôt que de vous poser la question de je vais coudre à la machine à coudre avec un point élastique, mais je vais pas surjeter, pourquoi dans ce cas-là tu surjettes pas en couture directement? Pour la finition par rapport au bord, donc des emmanchures et du col, ton biais coton ne sera pas extensible, dans tous les cas. Donc, si tu as fait des emmanchures qui doivent s'étendre, mettre un biais coton, il va pas s'étirer. Ou alors, il faut que tu étires le tissu dans ton biais pour qu'il y ait exactement la taille finale. T'as plusieurs types de finition pour tout ce qui est tissu extensible. Tu peux avoir des points roulotés extensibles, tu peux avoir des biais extensibles, tu peux faire un ourlet extensible. Moi j'ai tendance à faire des ourlets extensibles, c'est-à-dire que je fais un ourlet plat où la couture est visible, mais avec une couture extensible, avec un point de couture extensible. Comme ça je garde l'élasticité, mais c'est bien replié et bien propre. Voilà. J'apporte ma pierre à l'édition, je retourne faire mes brassards expédition 30 ans, mais attention à certains scuba, gancer ou surjeter, c'est indispensable pour ne pas se blesser, le plastique des bords francs peut irriter ou brûler la peau, surtout sur les paillettes mobiles comme les aisselles ou le cou. C'est vrai que sur tous les tissus qui sont pas forcément naturels, surtout, c'est aussi important de doubler, par exemple. Moi, je double énormément, j'en parle dans ma vidéo sur les légendaires, que j'ai doublé entièrement la robe. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être doublée, on va dire, pour la tenue, mais parce que ça allait lui irriter la peau avec les coutures métalliques.
Là, c'est pareil, c'est ce que dit Lunette. Surjeter ou ganser. Donc ganser, ça veut dire que, en gros, imaginons, bon là c'est votre bord tissu, votre couture est là, là c'est le bord tissu. Au lieu de surjeter, vous venez mettre un biais tout le long. C'est-à-dire que... je n'ai rien apporté de moi là. C'est-à-dire qu'en ganser, c'est vraiment au niveau des marges de couture, mettre un biais. Ce qui permet de ne pas avoir, en fait, la tranche, en quelque sorte, du tissu contre la peau. Donc, en général, on ganse pour épaissir, ça évite de mettre des baleines, mais c'est le même principe que les baleines, mais beaucoup plus léger. Donc, on garde beaucoup plus de souplesse, c'est pas aussi rigide qu'une baleine, mais ça va épaissir un peu et un peu faire une tenue un peu mieux, mais ça va aussi protéger le tissu. C'est un type de finition qui est beaucoup utilisé dans les vestes, par exemple, ou les chemisiers, ce genre de choses. Ganser, ça peut, comme dit Lunette, protéger aussi votre peau du scuba. Donc là, il y a une réflexion à avoir plutôt sur, de 1, la sensation que tu as sur ta peau, de 2, la tenue que tu veux que ça ait. Est-ce qu'il faut prévoir plus de marge de couture pour ganser? Oui, en général, oui. Le gansage et la couture à l'anglaise, il faut des marges de couture plus grandes. Parce que la couture à l'anglaise, vous savez, c'est celle où on coud d'abord envers contre envers, puis on retourne, on coud endroit contre endroit, ce qui fait que les bords sont à l'intérieur, ce qui épaissit aussi. Du coup, pour le scuba, moi j'aurais eu tendance, soit j'aurais surjeté quand même, pour éviter ce qu'a dit Lunette, l'irritation, mais je pense que j'aurais même peut-être doublé avec un tissu très fin, extensible. Voilà, une sorte de jersey extensible très fin ou de lycra extensible. Pareil, moi, tous les tissus plastiques contre la peau, je trouve que c'est pas agréable parce que tu transpires beaucoup plus facilement dedans, ça accroche plus facilement la peau, ça irrite, etc. Ça peut être intéressant de les doubler pour ces raisons-là aussi. Ou de ganser, ou... Enfin, après, quand tu ganses, du coup, t'as l'envers du tissu contre toi, mais tu vois, il y a autre chose à rentrer en compte. Mais ouais, je pense que si ton tissu ne s'effiloche pas, non, tu n'as pas d'obligation de le surjeter pour que ça fasse propre. Par contre, la surjeteuse, enfin, surjeter, ce n'est pas uniquement pour s'effilocher, même si c'est l'idée principale du truc. Et ça peut fondre sur la peau, quel cauchemar. Quel cauchemar. Mais je sais pas si j'ai un exemple Jet à les ranger, mais par exemple Jet, j'ai doublé certaines parties pour ces raisons-là aussi, parce que la couture contre la peau est pas agréable, ou ce genre de choses, c'est important. Et du coup, ouais, pour les finitions, t'as des biais élastiques. Hein. Tu peux faire toi-même un biais dans ton propre scuba. C'est possible si t'as envie. Tu peux aussi, comme je disais, faire un ourlet élastique. Il y a plein de manières de faire des finitions. Par contre, ton biais coton, je pense qu'il ne sera pas adapté sur ton scuba. Voilà. Vu ce que tu sembles dire, je pense que c'est pas forcément adapté de mettre un biais coton. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du chat qui ont des conseils aussi avisés que c'est le cas et Lunette? Le gansage, c'est très marrant comme technique d'ailleurs au passage, je l'ai fait 1 ou 2 fois, c'est très long à faire, je trouve que par contre ça rajoute vraiment pas mal d'étapes, mais le rendu est très sympa. J'avais fait sur une veste type veste un peu écolière pour un cosplay il y a des années, et ça avait vraiment changé le rendu et le tombé de la veste, donc c'était très chouette. N'hésitez pas à vous renseigner dessus. Voilà. En plus, je trouve que visuellement, c'est très joli à l'intérieur de ganser. Ça peut rajouter un petit truc sympa. Imagine ton costume il est rose, tu ganses en blanc, ça fait un peu rose et blanc. Enfin, il peut y avoir visuellement un petit truc intéressant dans la doublure aussi. Enfin, dans l'intérieur je vais y arriver, hein. Dans l'intérieur du costume aussi. J'ai été efficace sur cette question. Après, je vous ai dit aujourd'hui, le stream va être plus court et ça fera une rediff plus courte aussi. Alors pour les tissus maillot de bain, donc les tissus extensibles, donc déjà tu as des points élastiques sur tes machines, le point zigzag en fait partie. Ce que je te conseille d'abord, c'est de tester les points sur une petite chute de tissu et de voir l'élasticité, comment ça se fait et tout. Prenez des fils de bonne qualité, parce qu'il ne faut pas qu'ils se cassent. Idéalement, tout ce qui est maillot de bain, tout ce qui est tissu extensible, il faut les coudre à la surjetteuse, c'est le mieux. C'est ça qui... En fait, c'est là où tu auras le plus d'élasticité. Gardez, c'est avec la surjetteuse.
Mon seul conseil, c'est d'éviter les tissus avec des revêtements. Préférez le teinter en masse car les revêtements vivent mal, la chaleur vieillissent mal. Tout à fait. Ça, c'est très vrai. Donc, quand vous prenez des simili-cuirs, par exemple, si c'est un simili-cuir, si c'est un revêtement sur un jersey, pendant 1 an, ça va être ok. Et avec le vieillissement et la chaleur, en fait, le revêtement va partir et du coup, il va s'effriter, le simili-cuir. Et il va rester que la maille en dessous qui était extensible. Ça arrive énormément. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cosplays qui vieillissent très mal, qui sont à base de simili-cuir ou à base de, on va dire, de tout ce qui ressemble à du vinyle et tout, mais qui ne sont pas teintés dans la masse, comme dit Sekae. C'est qu'en fait, le revêtement va se décoller au fur et à mesure et va s'effriter au fur et à mesure du vieillissement et de la chaleur. Ce qui arrive énormément. C'est arrivé sur mon cosplay de Shinon de Sword Art Online, qui n'est plus métable parce que, en fait, tout le revêtement simili-cuir s'est détaché de mon costume et en fait ça m'a fait des débris partout et en plus d'être sale, c'est très moche. Voilà. Donc préférez effectivement des tissus teintés en général dans la masse, ou alors sachez-le, il faut les conserver déjà dans des endroits plus frais, à l'abri de l'humidité, et sachez que ça tiendra quelques années mais pas plus de 2-3 ans. Le simili-cuir vieillit très mal. Salut Jessica, comment vas-tu? Et on va faire la dernière question, et comme ça j'aurai une rediff rapide, et moi je terminerai pas trop tard, et comme ça je pourrai aller à l'escalade avec Valentin. Top. Et là c'est une question, j'ai besoin du chat, parce que c'est pas mon domaine d'expertise, messieurs, dames, c'est sur les perruques. Que veut dire teinter dans la masse? Alors, teinter dans la masse, ça veut dire que, si je prends mon tissu, soit les simili-cuirs, ta base en maille, qui est tissée, pardon, ta base tissée, en jersey, et par-dessus, ils viennent plaquer un faux simili-cuir et qui va être collé dessus, si tu veux. Et du coup, là, c'est par-dessus. Teinter dans la masse, ça veut dire qu'en fait, t'as la base, qui est tissée ou pas, mais t'as la base, et c'est la base qui est teintée. C'est pas quelque chose par-dessus qu'on met pour mettre la couleur. Tout simplement. Teinter dans la masse, ça veut dire que la teinture, elle est dans les fibres, et pas par-dessus les fibres. C'est le même principe que tu prends une feuille, tu coloris, tu teintes en fait la feuille. Si tu colles par-dessus un tissu, un carré rouge, tu as collé. C'est le même principe. Voilà. Est-ce que c'est un feutre ou est-ce que tu as collé un truc de couleur par-dessus? Donc teinter dans la masse, ça veut dire qu'on veut que le tissu soit passé au feutre. Globalement, au feutre des tissus. Donc teinter dans la masse, c'est toujours l'idéal par rapport à plaquer par-dessus. Parce qu'on se doute bien que si on plaque par-dessus, donc si on colle par-dessus, la colle peut, au bout d'un moment, partir. Et mal vieillir. Voilà. Du coup, la dernière question, qui est une question sur les perruques, qui est très courte, et je pense qu'il y en a plein dans le chat qui auront des petits conseils. C'est quelqu'un qui cherche... Attendez, il faut que j'écrive. Vous allez voir. Qui cherche comment démêler une perruque. Quel produit et quelle technique? Pour les grosses perruques très longues, les ponytails de Miku de Vocaloid, on connaît, comment on fait? Alors, moi, j'ai pas de produit miracle. Je sais qu'on parle souvent de faire des bains d'assouplissant, ensuite de rincer énormément, puis de démêler. Il n'y a pas de solution miracle quand même. Dans tous les cas, démêler, ça prend du temps. Voilà, il faut de la patience, il faut prendre son temps, il faut commencer par le bas et remonter petit à petit. C'est comme des vrais cheveux, c'est-à-dire que là, bon, en plus, moi, mes cheveux sont pas très démêlés. Tu commences pas ici, tu vois, tu commences pas là. Tu vas commencer là, tu vas démêler d'abord les pointes. Une fois qu'elles sont démêlées, tu montes un peu au-dessus et tu continues. Tu montes un peu au-dessus, tu continues. Et tu vas faire glisser les nœuds petit à petit du bas vers le haut. Et tu fais mèche par mèche. Donc ça, c'est important en fait, d'avoir la technique pour démêler. Tu vas pas commencer directement à la racine de ta perruque, tu vas aller de la pointe. Tu commences la pointe sur 2 cm, puis tu montes petit à petit. Avoir beaucoup de patience. En attendant, on écoute les vlogs de Anina, on écoute ses streams, on regarde ses let's play, bref, on s'occupe. Donc ça, c'est la première chose. Dans tous les cas, ça va prendre du temps. J'ai déjà fait cette histoire d'assouplissant, donc des bains d'assouplissant, et ensuite tu rinces très longtemps parce qu'il ne faut pas que l'assouplissant y reste et tu démêles. J'ai pas trouvé que ça m'aidait vraiment pour démêler la perruque. Personnellement, j'ai pas eu l'impression d'avoir gagné beaucoup de temps. Et surtout, moi, les assouplissants, je trouve qu'ils ont des odeurs très entêtantes et ça m'a beaucoup gênée en termes d'odeur.
Peut-être qu'il faudrait que je trouve des assouplissements sans parfum, il faudrait que je teste. Mais jusque-là, à chaque fois que j'ai fait des bains d'assoupissement, j'ai fait plusieurs fois sur perruques de Séraphine et tout, des perruques très longues. Assez déçue parce que je trouve que ça alourdit un peu le cheveu, ça me donne une odeur, moi, qui me monte très vite à la tête et ça me donne des maux de tête. Et j'ai pas trouvé que ça m'avait tant simplifié le travail que ça, et qu'en fait, dans tous les cas, j'ai dû prendre ma patience, enfin, ça a testé ma patience, quoi. Donc, voilà. J'ai entendu parler de silicone en spray comme Moody qui en parle dans le chat. Je l'ai jamais testé. Je ne peux pas vous donner de retour dessus. Je l'ai pas testé. J'avoue que je reste sceptique sur le rendu sur la fibre après de la perruque. Est-ce que ça épaissit? Est-ce que ça alourdit beaucoup? Quelle texture ça va donner à la perruque? Parce qu'il faut savoir que chaque produit que tu appliques sur la perruque va changer la texture de la perruque. C'est aussi important de savoir quelle texture tu veux travailler, quel rendu tu veux. Parce que ça va changer. Quand on crêpe les perruques, par exemple, la technique et on va dire la mode actuelle veut qu'on crêpe énormément les perruques pour faire des perruques un peu casques et tout. La base du crêpage, c'est changer la texture du cheveu pour la travailler différemment. C'est pas... Ça rajoute du volume, ça rajoute plein de choses, mais il y a aussi cette idée de changer la texture. Rajouter des produits, ça va être la même idée, ça va changer la texture, et donc en changeant la texture, tu changes ta manière de travailler ta perruque. Donc gardez en tête que chaque produit que vous appliquerez, ça va changer votre fibre. La chaleur, le steamer et l'hélicère va énormément aider. Et puis humidifier la perruque peut aider, c'est-à-dire... Merci beaucoup Riyad. C'est-à-dire que, par exemple, humidifier, mais pas mouiller, humidifier la perruque peut vous aider à démêler un peu avec la chaleur, effectivement, et le steamer par rapport à une perruque entièrement sèche. Moi, je sais que quand j'utilise ma centrale vapeur, je steam avec, donc c'est comme un steamer. Ça va l'humidifier en plus de la chauffer, et en chauffant, en fait, ça va ramollir un peu la fibre, et du coup, tu vas pouvoir plus facilement démêler. Mais comme dit Selkae dans le chat, il faut s'assurer que la perruque résiste à la chaleur et qu'elle ne fond pas. Par exemple, je l'ai fait sur une perruque qui ne résistait pas à la chaleur, ça a fait fondre la fibre et du coup, tu as 10 fois plus de nœuds parce que ça a fondu le nœud l'un dans l'autre. Donc au lieu de démêler, d'assouplir la fibre, mes nœuds, ils ont fusionné et après, j'avais des amas de nœuds et j'ai dû tout couper. Donc vérifiez que ça résiste à la chaleur avant de faire ça. Surtout pas du WD-40 comme certains... Vraiment, l'idée de mettre du WD-40 dans les perruques, ça existe? Je savais pas. J'ai envie de tester du coup, juste par principe, tu vois. Gaufrer, pourquoi? Ça s'en mêle moins vite. Alors ça, Lunette m'en avait parlé, que gaufrer les perruques permettait que ça s'en mêle moins vite parce que la texture fait que... moi, j'avais gaufré mes ponytails de Freeren. J'ai pas vu tant de différence sur sur la capacité à s'en mêler ou pas. Je pense que ça dépend de ta fibre de base de perruque. Si ta fibre de base, elle est très épaisse et assez lisse, de base, elle va pas trop s'en mêler. Par contre, si tu as une base de perruque avec des fibres très fines et qui ont tendance à être un peu électriques, j'aime pas trop dire, mais vous savez, comme les cheveux électriques qui ont tendance du coup à un peu bouger et à s'en mêler, gaufrer peut permettre d'éviter ça. Donc attention par rapport à quelle base de perruque vous avez. Ma Freeren, en fait, elle était tellement siliconée, si vous voulez, tellement plastique dans l'idée, qu'en fait, elle était lisse de base et elle s'en mêlait pas tant que ça. Du coup, gaufrer n'a rien changé à ce problème-là. Par contre, sur des perruques qui ont tendance à beaucoup s'en mêler, le gaufrage peut vraiment aider à que ça s'en mêle moins. Par contre, attention, le gaufrage va marquer la perruque et changer et la texture et l'aspect de la fibre, à voir ce que vous voulez comme rendu aussi. Vous pouvez aussi choisir ce que je fais maintenant, suite au conseil de Lunette qui parlait du coup de gaufrer, c'est que moi je gaufre pas les fibres apparentes mais les fibres en dessous, qui sont contre la nuque, qui sont les fibres qui s'en mêlent beaucoup. Vous savez, les fibres qui sont en contact en fait avec votre costume, avec votre peau, c'est là où il va y avoir beaucoup de frottement et ça va beaucoup s'en mêler. Je vais gaufrer beaucoup plus celle-ci, beaucoup plus fortement pour qu'elle s'en mêle moins et moins gaufrer celle du dessus. Ça peut être une technique aussi. J'ai déjà utilisé de l'huile pour cheveux, ça aide aussi un peu, mais il faut pas en abuser pour éviter l'effet cheveux gras. Ouais, en fait, c'est ce que je me dis, c'est que quand tu mets de l'huile, surtout sur le plastique, je pense que tu peux vraiment vite alourdir et avoir cet aspect un peu cheveux gras. Mais en même temps, ça peut parfois... certains, ils aiment bien. Donc, je pense pas qu'il y ait une solution ultime en mode le produit parfait qui te fait démêler ta perruque et en plus n'altère pas visuellement la perruque. Je pense qu'il n'y a pas de produit magique. Par contre, si tu veux changer un peu l'aspect de la perruque, il y a des techniques qui te permettent
d'avoir moins de nœuds ou de t'aider un peu au démêlement. Mais dans tous les cas, ça va prendre beaucoup de temps et dans tous les cas, il faudra de la patience. Et dans tous les cas, c'est normal qu'une perruque s'en mêle si ce ne sont pas des mèches collées, globalement. Enfin, faut aussi, c'est la vie, c'est comme ça. Après, une fois que vous avez porté un costume, si vous n'avez pas une perruque en fait entièrement collée en mode casque collé et tout, bah prenez le temps de démêler votre perruque en fait. Prenez l'heure nécessaire pour la démêler. Enfin, ça fait partie du taf, tout comme ton cosplay, une fois que tu l'as porté, s'il y a une couture qui a craqué ou un endroit qui s'est défait, tu vas retoucher. Bah, la perruque en fait partie. Y a pas, je pense pas qu'il y ait une solution miracle, en tout cas aujourd'hui. Par contre, il y a effectivement des solutions pour que la perruque s'en mêle moins, crêpée ou, comme dit Lunette, pourquoi pas une petite tuile à cheveux. Mais ça veut pas dire qu'il y aura aucun nœud et qu'il faudra pas passer du temps quand même dessus. Ça va peut-être simplifier un peu, ça ne va pas faire le travail magique pour vous. Parce que s'il y avait un produit magique, je pense qu'on l'utiliserait tous et toutes. Voilà. Est-ce que le chat est d'accord avec ce raisonnement? Les pires, les nœuds sur la nuque, je suis trop d'accord. Vraiment, c'est les pires. Et puis même dans mes vrais cheveux, hein, les nœuds là qui sont en bas de en haut de la nuque là. Ah, le cauchemar, ça fait trop mal en plus. Donc le crépage d'ailleurs, pendant que j'attends que voir aussi le chat a des choses à dire, le crépage, il y a plein de techniques de crépage différents. Et puis il y a des goûts différents, il y a des personnes qui aiment bien les perruques très crépées, d'autres qui aiment pas trop. Il y a des techniques pour que le crépage se voit moins. Donc n'hésitez pas à regarder des tutoriels de wigmaker qui vont vous expliquer plusieurs types de crépage. Il y en a où le crépage il est très visible, d'autres où c'est moins visible. Vous pouvez aussi faire des crépages très visibles, enfin très marqué sur des mèches qui se voient moins. Il y a plein de techniques de crépage. Et si vous vous intéressez à la stylation de perruque, ça peut valoir le coup de regarder quelques tutos sur comment crêper. Testez-vous de votre côté différents types de crépage. Il y en a qui crêpent de manière perpendiculaire à la fibre, d'autres parallèles à la fibre, d'autres qui vont tourner, le fer à crêper à chaque fois pour pas avoir de ligne continue, d'autres qui vont crêper, puis lisser, puis recrêper, puis relisser. Il y a énormément de techniques de crépage qui donnent des aspects différents et en fait c'est vraiment des choses qui vont se tester pour pouvoir comprendre comment ça va changer la matière du cheveu, enfin du faux cheveu. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a des fibres différentes en fonction des marques de perruques. Et par exemple, n'importe quoi, une Harda Wig va se crêper différemment qu'une Coscraft, qui va se crêper différemment qu'une Wiggy's Fashion, etc. La matière de la perruque en fonction du fournisseur, peut aussi beaucoup influer sur votre manière de crêper et de démêler les cheveux. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai été très rapide sur ce stream, du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Je trouve que le travail de wig, c'est le plus chronophage. En fait, je sais pas si c'est le plus chronophage, je dirais plutôt que... En fait, ce que je trouve compliqué avec le travail de perruque, je sais pas comment dire, c'est que... Je trouve que c'est difficilement rattrapable. Je trouve que c'est ça qui est dur avec la perruque. Après, c'est peut-être moi parce que j'ai pas les techniques pareilles. Je suis pas wigmaker. En plus, je n'aime pas travailler la matière de la perruque. C'est pas quelque chose... J'aime pas les produits qu'on utilise. J'aime pas les odeurs. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Mais je trouve que le travail de perruque n'est pas rattrapable. C'est-à-dire que tu fais un super travail sur ta perruque. Si tu foires un truc, tu coupes un peu trop court ta frange, tu coupes un peu trop machin, un peu trop truc, ça devient une tannée à rattraper, voire parfois c'est plus rapide de recommencer de zéro. Là où dans la couture, je trouve que les erreurs sont plus facilement rattrapables. Pas tout le temps, mais plus facilement. Et ça, je trouve que c'est un peu dur dans le travail de perruque, c'est ce côté-là, un peu genre, l'erreur est fatale, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération de cosplayers travaille justement plus les wigs que nous avant. Genre il y a 7-10 ans. Oui, et j'ai une théorie sur cette raison-là, Little dit ça. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui on est sur des réseaux donc vidéo où en fait on est beaucoup focalisé sur le haut du corps et sur le visage avec TikTok, avec les réels, les shorts et tout. Du coup en fait le costume entier n'est pas montré, mais on montre beaucoup le maquillage et la perruque. Du coup, c'est important d'avoir une perruque et un maquillage soigné parce que c'est ce qu'on voit le plus dans la vidéo ou sur l'image. Et dans ce cas-là, il faut le soigner, il faut le monter plus. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux de perruque qui sont sortis, enfin des nouvelles fibres de perruque qui sont sorties. En fait, on a accordé beaucoup plus d'importance à l'aspect de la perruque, mais on a aussi apporté beaucoup plus de techniques là-dessus. Et du coup, ça permet plus de variété de ce côté-là.
C'est un peu mon avis sur pourquoi aujourd'hui les perruques sont si travaillées. Je pense aussi qu'on a atteint un certain niveau en couture et en armure qui est très très haut, qui fait que pour se démarquer, il faut aussi trouver d'autres techniques, dans les concours par exemple, que la couture et l'armure maintenant on sait faire, donc bah, on va s'intéresser plus aux perruques, ou plus au maquillage, ou plus aux prothèses, ou plus à la robotique. Bon, maintenant qu'on a masterisé, on va dire, une partie du cosplay, on va un peu masteriser les autres, et ça a commencé par la perruque et par le maquillage. Voilà. Il y en a qui trouvent le travail de perruque très relaxant, et ben ce n'est pas mon cas, je trouve ça extrêmement stressant, voilà. Alors que moi je trouve le ponçage extrêmement relaxant, chacun son délire. As-tu une astuce pour ne pas se cramer les doigts quand on ouvre les coutures au fer à repasser? Prends des gants pour la chaleur. Il y a des gants spécifiques pour travailler la chaleur. Qui sont utilisés par exemple par des coiffeurs, tout simplement, qui utilisent les fers à friser ou le genre de choses. T'as des gants résistants à la chaleur, prends-en. Moi, je suis assez insensible à tout ça, je me brûle très très peu. J'ai pas cette sensation de brûlure, je pense par habitude à force. Mais pour éviter de vous brûler, il y a des gants. Et tu peux en trouver beaucoup dans tout ce qui est lié à la coiffure, parce que ils travaillent avec les fers à lisser, les fers à friser qui sont brûlants, et pour éviter de se brûler, ils ont des gants de protection. Ils sont pas si épais et du coup pour ouvrir les coutures ça peut utiliser, voilà. Avant on n'avait pas trop le choix dans les perruques alors que la couture craft on pouvait les faire... C'est exactement ça, en fait quand j'ai commencé le cosplay je vous rappelle qu'on achetait des perruques sur eBay et qu'il y avait 4 couleurs quoi, enfin... Il y a beaucoup plus de matériaux, beaucoup plus de perruques disponibles, d'implantations disponibles, beaucoup plus de fibres disponibles. Le game des perruques a vraiment changé au fur et à mesure des années. Et puis maintenant que les gens achètent leurs costumes, un moyen aussi de se différencier par rapport aux autres qui ont acheté le même costume de la même marque que toi, c'est d'avoir une coiffure différente, enfin une perruque différente. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent la perruque pour rendre leur cosplay plus unique. Parce que si on a tous le même costume Doki Doki, comment tu différencies? Par les traits du visage, par l'interprétation, mais aussi par le maquillage et la perruque. Je pense que c'est plein de facteurs qui ont fait que la perruque se développe de plus en plus. C'est devenu la mode aussi, il y a des trends. La trend est au wigmaker. Voilà. C'est comme ça. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? C'est le moment parce qu'après je déco. Voilà. En tout cas, merci de suivre les vidéos, merci de suivre les streams, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner avec votre compte Prime. Et je pense qu'on a répondu à tout. Enfin, en tout cas, les formulaires que j'ai eus, les autres que j'ai eus n'étaient pas forcément. Soit c'était des questions auxquelles on avait déjà répondu dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à checker les anciennes vidéos à Samina. Et voilà. C'est bien passé le stream, ça s'est très très bien passé. Nous avons eu l'intervention de Valentin, expert photographe. Merci au raid d'ailleurs qu'on a eu dans le stream. Et je pense qu'on va raid quelqu'un. Voilà. On va raid... je vais vous envoyer chez Ultia, qui fait du clair-obscur. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi le stream. On se retrouve très prochainement sur YouTube, Twitch, Insta, etc. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour tout. Et à bientôt, la MIF. À bientôt. Demain soir, d'ailleurs. Demain soir, Baldur's Gate 3. Demain soir, on se retrouve. Et on se retrouve à Japan Expo. Voilà. Merci, bisous, bisous, je vous aime.